Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les députés de l'Assemblée nationale, bonjour. Au nom de l'Association des musulmans et des arabes pour la laïcité au Québec, je vous remercie de nous recevoir aujourd'hui pour nous permettre de défendre notre mémoire. Alors, en quelques mots, d'abord, l'association Amal Québec existe depuis juin 2012 et à travers son travail de terrain, à travers les conférences qu'elle organise, les rassemblements qu'elle a avec les jeunes, les différentes participations aux commissions parlementaires, elle espère participer positivement à des enjeux importants d'inclusion, de vivre ensemble, de lutte contre les discriminations, contre le racisme et bien sûr de défense de la laïcité des institutions de l'État. Alors d'abord, commençons par dire que la laïcité est un outil démocratique très important dans une démocratie qui vise à favoriser la cohabitation et le vivre ensemble. Nous sommes d'ailleurs d'accord dans pratiquement la totalité de l'article 1, à part une nuance dont on va parler après, dans la définition que se donne le projet de loi 21 de la laïcité. Malheureusement, le reste du projet, à nos yeux, est très problématique et c'est ce que nous allons exposer à travers 4 points principaux. D'abord, pourquoi est-ce que le projet de loi, à nos yeux, est anti-laïque ou contre le principe de laïcité? Deuxièmement, pourquoi il brutalise les principes démocratiques? Troisièmement, pourquoi il cautionne moralement l'exclusion de nos sociétés? Et enfin, pourquoi ce projet de loi est susceptible de pousser au repli communautaire? Alors, d'abord, la laïcité, commençons par dire que le projet de loi apporte une certaine confusion dans la définition de la séparation, étant donné que la laïcité n'est pas la séparation de la religion et de l'État, mais la séparation des institutions religieuses, des institutions de l'État. Quand originellement on parlait de la séparation des églises et de l'État, les églises, c'est les institutions religieuses. D'ailleurs, on s'étonne de cette confusion, étant donné que dans l'histoire de notre nation, les bâtisseurs, les catalyseurs de ce processus de laïcisation, donc les hommes et les femmes politiques qui ont participé à la Révolution tranquille, avaient très bien compris le principe. Pour plusieurs d'entre eux, ne se cachaient pas des catholiques progressistes pratiquants, mais qu'ils pensaient que pour se doter d'un État moderne, d'un État démocratique, il fallait faire cette séparation entre les institutions religieuses, principalement l'Église catholique, mais pas seulement, et les institutions de l'État. Ensuite, il y a le nœud du problème, évidemment, qui est la question de l'interdiction des signes religieux, et cette interdiction est contraire à 3 des 4 principes qui sont énoncés à l'article 1 du projet de loi 21. En effet, la laïcité doit garantir la liberté de conscience. Elle a le droit de limiter la liberté de conscience, mais pour cela, il faut avoir un certain nombre de critères rationnels défendables devant les tribunaux. On peut parler d'un certain nombre de critères tels que l'atteinte à la liberté des autres, un problème de sécurité publique, de santé publique, une atteinte à l'ordre public, mais le fait qu'un signe religieux soit visible ou même invisible, comme l'a dit en entrevue Monsieur le ministre, n'est pas un critère valide. Se plier à la volonté de la majorité l'est encore moins en matière de droits fondamentaux dans un État démocratique et laïque. Quant à la neutralité de l'État, la neutralité de l'État implique que les politiques publiques, les lois, ne favorisent pas et ne défavorisent pas les gens en fonction de leurs croyances. Or, le projet de loi, dans les faits, va défavoriser des membres des minorités religieuses, sikhes, musulmanes et juives principalement, et donc va porter atteinte à la neutralité elle-même, qui est encore une fois définie dans l'article numéro 1 du projet de loi. Ensuite, notre deuxième point consiste à parler de la brutalisation de nos principes démocratiques. Dans notre démocratie, la majorité choisit qui gouverne et les droits des minorités demeurent protégés. Un État peut limiter des droits fondamentaux, y compris le droit à la liberté religieuse, si et seulement si il y a un problème urgent et réel à résoudre et qu'il choisit un moyen qui est nécessaire et proportionnel. On peut penser à la défense de la langue française, par exemple, est une bonne raison si tous ces critères-là s'appliquent.
Or, ce projet de loi non seulement contrevient à ce principe, mais va encore plus loin puisqu'il utilise une clause dérogatoire pour outrepasser le principal contre-pouvoir prévu contre le risque de la dictature de la majorité. Ensuite, et c'est aussi très grave pour notre démocratie, le gouvernement va modifier la charte des droits et libertés et vraisemblablement, il n'y aura pas consensus pour la changer, étant donné qu'il est possible que la première et la deuxième opposition ne votent pas le projet de loi. Et ça attaque directement le principe que la Charte des droits et libertés québécoises est une loi semi-constitutionnelle et ça la délègue au rang d'une simple loi qui serait modifiable au gré des gens qui arrivent au pouvoir, gouvernement après gouvernement. Ensuite, notre troisième point, c'est la question de caution morale à l'exclusion. En effet, un gouvernement, à travers ses lois, ses politiques publiques, établit ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas dans une société. Or, le message ici est clair. Il est acceptable de discriminer, d'exclure des membres de minorités sans raison valable. Et on peut très bien imaginer que les conséquences vont toucher plus que les minorités visées par le projet de loi, et pas seulement les corps de métier qui sont visés par le projet de loi, mais aussi dans le privé, par exemple, ou d'autres corps de métier du secteur public. Évidemment, la clause de disparité de traitement introduite pour reporter l'application de telles injustices sur les générations futures et les nouveaux arrivants n'enlève rien à la gravité du projet de loi. Ensuite, notre quatrième point et dernier, c'est la question que le projet de loi est susceptible de pousser au repli communautaire. Nous avons expliqué dans notre mémoire que, historiquement, l'exclusion institutionnalisée pousse les communautés à se regrouper dans des quartiers particuliers ou à créer leurs propres institutions pour éviter la confrontation avec la violence du rejet. Les communautés musulmanes sont, à plusieurs égards, très bien intégrées au Québec. Pour l'extrême majorité sont francophones, elles ne sont pas concentrées géographiquement, on en trouve à l'est de Montréal, à Laval, à Québec, ou même à Trois-Rivières ou à Sept-Îles. Et pour l'extrême majorité d'entre elles, ne mettent pas leurs enfants dans des écoles confessionnelles. Il serait dommage, et dommageable pour le Québec et pour les communautés, que cette tendance s'inverse. Je ne peux pas d'ailleurs m'empêcher de penser à d'autres victimes dont on ne parle pas assez, qui sont les prochaines générations de Québécoises et de Québécois. Ces personnes qui n'ont jamais remis en cause leur québécitude, leur appartenance à la société, à la nation québécoise, vont voir leurs parents discriminés et stigmatisés par un débat public, par une société qui jusqu'alors voyait comme la leur, et vont passer par des sentiments d'humiliation et d'injustice qui provoquera de l'amertume et parfois même de l'animosité. On a du mal à voir quel temps ça va prendre, peut-être même plus qu'une génération, pour corriger les blessures et penser les blessures qui sont dues à ce projet de loi. Alors, en guise de conclusion, nous aurions aimé appuyer aujourd'hui une laïcité qui n'est pas falsifiée, une laïcité qui pourrait nous sortir des débats stériles qui empoisonnent notre débat public. Malheureusement, nous sommes contraints à nous opposer à ce projet de loi. Ceci étant dit, étant donné le sérieux de la délibération démocratique à laquelle nous participons, à laquelle nous accordons, nous avons émis des recommandations qui ciblent les aspects les plus problématiques du projet et nous espérons, Monsieur le Ministre, que vous saurez en tenir compte. Merci beaucoup.